On va s'intéresser aujourd'hui à une période de basculement absolument incroyable, la Renaissance. C'est un moment où le monde a non seulement redécouvert l'art et la philosophie, mais, et c'est ça qui nous intéresse, il a surtout complètement réinventé son rapport à l'économie. C'est là que sont posées les fondations d'un système entièrement nouveau. Alors la question qui va nous guider, elle est assez simple, mais elle est fondamentale. Comment est-ce qu'on est passé d'un monde où l'argent, la richesse, c'était quelque chose de suspect, à un monde où c'est devenu un moteur? C'est vraiment ce changement radical de mentalité qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Pour bien saisir l'ampleur du changement, regardons juste cette comparaison. D'un côté, on a le monde médiéval, qui est vraiment structuré par la foi, la tradition, un système féodal très rigide. Et de l'autre, le monde de la Renaissance, qui voit l'émergence de la raison, de l'innovation et des premières formes du capitalisme. Le contraste est juste saisissant. Bon, voilà notre plan de match. On va commencer par poser le décor, celui d'un monde en pleine transition. Ensuite, on explorera les 3 grands piliers de ce changement, l'arrivée de la raison, un nouvel esprit du capitalisme, et puis un monde qui, tout d'un coup, devient beaucoup plus grand. Et à la fin, on verra comment tout ça s'emboîte pour créer une toute nouvelle économie. Allez, on attaque notre premier point. C'est hyper important de comprendre que même si d'énormes changements se préparent, l'Europe de la Renaissance, elle reste un monde profondément rural, très agricole. Ce qui est fascinant avec la Renaissance, c'est que ce n'est pas juste une petite évolution. Non, c'est une série de vraies ruptures. Le pouvoir politique change, la religion est secouée, la pensée se libère et bien sûr l'économie se transforme. Et tout ça est complètement lié. Mais toute cette effervescence, elle se produit dans un contexte qui reste très fragile. L'économie, elle dépend presque entièrement de l'agriculture. Donc imaginez, une mauvaise récolte et c'est tout le système qui tremble. La demande s'effondre, les artisans ne vendent plus rien, le pouvoir d'achat disparaît. C'est dans ce monde assez précaire que les nouvelles idées du capitalisme vont commencer à germer. On passe maintenant au premier pilier de cette transformation. Et tout commence dans la tête des gens, avec une véritable révolution intellectuelle, une nouvelle façon de voir et de comprendre le monde. Cette slide, elle illustre parfaitement le changement de logiciel. On quitte un savoir qui était basé sur l'autorité, sur ce que disaient les textes anciens et la Bible, pour aller vers une connaissance qui doit être prouvée. Prouvée par l'observation, par l'expérimentation. La raison et les maths deviennent les nouveaux outils pour déchiffrer l'univers. Des penseurs comme Descartes ou Galilée vont formaliser cette nouvelle approche. C'est simple, en 3 temps. D'abord, on observe un phénomène. Ensuite, on formule une hypothèse pour tenter de l'expliquer. Et enfin, on teste cette hypothèse par une expérience. C'est la naissance de la méthode scientifique moderne, une manière systématique de produire de la connaissance fiable. Bien sûr, cette nouvelle vision du monde, elle entre en collision directe avec les dogmes de l'Église. Le procès de Galilée, qui a été condamné pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil, en est l'exemple le plus connu. C'est le début d'un long processus qu'on appelle la sécularisation. En gros, l'ère de la raison commence doucement à prendre le pas sur l'ère de la foi. Cette phrase célèbre de Newton, elle résume parfaitement l'esprit de l'époque. Le savoir maintenant, il est cumulatif. Chaque génération se hisse sur les épaules de la précédente pour voir plus loin. Et grâce à l'imprimerie inventée par Gutenberg, toutes ces nouvelles connaissances se diffusent à une vitesse folle, ce qui prépare le terrain pour les révolutions à venir. Bon, avoir une nouvelle façon de penser, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une nouvelle morale, un nouveau système de valeurs qui puisse justifier cette nouvelle quête de la richesse. C'est notre deuxième pilier. Au cœur de cette révolution morale, il y a la réforme protestante et un concept absolument clé avancé par Jean Calvin, la prédestination. L'idée, c'est que notre destin après la mort, il est déjà décidé par Dieu et on ne peut rien y faire. Ça peut sembler un peu abstrait, mais selon le sociologue Max Weber, les conséquences économiques de cette idée sont juste énormes. Voilà le point crucial. Si on ne peut pas changer son destin, comment savoir si on fait partie des élus de Dieu ? Les protestants se mettent à chercher des signes. Et la réussite matérielle, le succès dans les affaires, ça devient un de ces signes. Du coup, s'enrichir, ce n'est plus un péché. Au contraire, ça devient la preuve que Dieu est avec nous. Mais attention, pas question de flamber cet argent. Il faut vivre simplement, travailler dur et surtout épargner. Ce tableau, il résume très bien la thèse de Weber. Côté catholique, la richesse est suspecte. Côté protestant, c'est un signe positif. Le travail n'est plus une corvée, ça devient une vocation, une mission divine. Et l'épargne y devient une vertu cardinale. C'est ça que Weber appelle l'esprit du capitalisme. Une justification morale pour accumuler du profit et une forte incitation à réinvestir cet argent plutôt qu'à le dépenser. Ok, donc on a une nouvelle mentalité pour calculer et analyser et une nouvelle éthique pour justifier le profit. Il ne manque plus qu'un terrain de jeu pour que tout ça puisse s'exprimer. C'est notre troisième pilier, l'expansion physique du monde connu.
Deux dates suffisent à résumer cette révolution, 1092 et 1098. En moins de 10 ans, les Européens ouvrent des routes commerciales vers des continents entiers. Le centre économique du monde bascule de la Méditerranée vers l'océan Atlantique, ce qui donne un avantage décisif à des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre ou la France. Et ce nouveau monde, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. De l'or et de l'argent qui inondent l'Europe. Des produits de consommation complètement nouveaux, comme le cacao ou le tabac, des produits de luxe, comme les épices, et des matières premières qui seront essentielles pour la future industrie, comme le coton. Le commerce mondial explose littéralement. L'exploitation de ces nouveaux territoires, elle se fait en 2 temps. D'abord, une phase un peu brutale, de cueillette, où l'on pille les ressources sur place. Et puis, comme les populations locales s'effondrent, on passe à une économie plus organisée, celle des plantations, pour cultiver à très grande échelle du sucre ou du coton, en ayant très souvent recours à la traite négrière pour la main-d'œuvre. On arrive à notre dernière partie, le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On va voir comment ces 3 grands mouvements, la raison, la nouvelle éthique et les grandes découvertes, convergent pour donner naissance au capitalisme marchand. D'abord, le fondement intellectuel. La méthode scientifique donne les outils pour analyser, pour calculer les risques, pour optimiser les routes commerciales, bref, pour maîtriser techniquement le monde. C'est la boîte à outils du capitalisme. Ensuite, le fondement culturel et moral. La nouvelle éthique protestante fait sauter les verrous psychologiques et religieux qui pesaient sur l'accumulation de richesses. Elle transforme la recherche du profit en une activité non seulement acceptable, mais carrément vertueuse, et elle pousse à réinvestir systématiquement. Et enfin, le fondement matériel. Les grandes découvertes offrent un territoire immense, des ressources quasi illimitées et de tout nouveaux marchés. C'est le carburant qui va alimenter cette nouvelle machine économique. Donc voilà, la convergence de la raison, d'une nouvelle éthique et de l'opportunité à forger le monde économique moderne que l'on connaît. Et quand on regarde ces 3 piliers, la pensée calculatrice, la justification du profit et l'exploitation des ressources mondiales, la question finale s'impose d'elle-même. Quel est leur héritage, pour le meilleur et pour le pire, dans notre société actuelle ?